La tribune des décideurs a le plaisir aujourd'hui de recevoir Daniel Kurdzian, le président de Grant Thornton en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous dirigez donc cette entité qui déploie ses activités à travers 22 bureaux dans le pays, 1450 collaborateurs, dont 103 associés, un chiffre d'affaires un peu au-dessus des 140 millions d'euros. Des activités d'audit, de conseil et puis un petit peu bien sûr juridique et fiscale. Alors on va commenter ensemble dans la première partie de cette émission vos réactions par rapport à l'actualité. C'est notre rubrique commentaires. Comment est-ce que vos clients dans un monde de croissance zéro ? Je vous étonnerais beaucoup si je vous disais qu'ils se portent bien. Ils ne se portent pas bien. On ne peut pas dire que la situation, c'est très contrasté en fonction des secteurs d'activité. Ils sont surtout soucieux de voir comment est-ce que les choses vont évoluer, comment les déclarations qui ont encore récemment été faites, notamment par le Premier ministre aux universités d'été du MEDEF, vont s'enclencher, vont se mettre en œuvre. Ils sont très soucieux, puisque... Ils vous le disent ça. Est-ce que quand vous les voyez, vous parlez du Premier ministre ou est-ce que c'est loin d'eux et ce qu'ils occupent, c'est leur gestion de trésorerie, leurs clients ? Oui, non, mais bien sûr. C'est effectivement leur compte de résultat, leur trésorerie, leur marge qui les préoccupe, mais ils savent qu'il y a des projets au niveau gouvernemental qui devraient débloquer la situation. Ils ont déjà vu la mise en œuvre du CICE l'année dernière. Ça a eu un impact positif, ça, sur les marges alors ? Oui, incontestablement. On commence à revoir, même si ce n'est pas encore généralisé, mais les premiers indices que l'on voit permettent de constater une petite amélioration des marges des entreprises, très légère, au deuxième trimestre de 2014. Donc c'est plutôt encourageant, mais le plus gros reste à faire. Ils ont le moral, ces dirigeants, parce que les enquêtes de l'INSEE ou autres montrent que le moral des chefs d'entreprise français est dans les chaussettes. Est-ce que ça, vous le sentez ? Oui, là aussi c'est difficile de généraliser. Mais par définition, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui doit voir les choses, la bouteille plutôt à moitié pleine qu'à moitié vide. Donc je dirais, ils peuvent avoir des états d'âme, mais lorsqu'ils sont à la tête de leur affaire, je ne dis pas uniquement le lundi, puisqu'ils y sont aussi le samedi et le dimanche, mais lorsqu'ils pensent à leurs affaires et à leur développement, ils restent volontaristes, quoi. On a une loi de finances qui arrive mercredi, ils vont la regarder de près, j'imagine ? Oui, bien sûr, ils vont la regarder de près, puisque c'est directement lié à ce que je disais, à savoir, est-ce que les outils d'amélioration des marges des entreprises seront là ? Est-ce que les aides annoncées seront concrètement là ? Qu'est-ce qu'il faudrait, votre recommandation, demain, d'un coup de baguette magique, on vous nomme Premier ministre, vous feriez quoi ? Une mesure ? Est-ce que c'est les 35 heures ? Est-ce que c'est le Code du travail ? Est-ce que c'est les charges sociales ? Le CICE x10 ? Qu'est-ce que vous feriez ? Écoutez, en tout état de cause, c'est la baisse de la pression fiscale. Et quand je dis fiscale, c'est au sens large, c'est-à-dire que ça inclut les charges sociales. L'urgence des urgences, c'est de reconstituer les marges des entreprises. Et le moyen le plus rapide, c'est effectivement que les ponctions fiscales ou sociales diminuent et rapidement. Il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres en ce moment ? Oh, écoutez, on aurait pu dire il y a quelque temps qu'il y avait des secteurs qui étaient en redressement, comme l'aéronautique, mais avec la grève d'Air France, je ne suis pas sûr que la tendance ne va pas s'inverser. Les secteurs les entreprises qui s'en sortent le mieux, ce sont celles qui ont des activités à l'étranger. Elles vont faire leur marge à l'étranger et compensent l'insuffisance qu'elles ont sur le marché intérieur. Même à l'étranger, c'est pas aussi simple que ça. C'est moins simple. Il y a quand même la croissance mondiale, qui est certes plus forte qu'en France, mais qui subit aussi quelques contre-coups. Les pays émergents qui sont un peu à la traîne, vous commencez à l'observer aussi ? Oui, on commence à observer que ce qui était annoncé comme une évidence il y a encore quelques mois, à savoir l'émergence des BRICS, et certains allaient jusqu'à parler, on parlait plus de pays émergents, on parlait de pays qui allaient devenir submergents. On s'aperçoit que assez rapidement, ce sont des tendances qui peuvent s'inverser. Oui, on observe que c'est difficile de travailler avec l'Inde, que c'est difficile de travailler avec le Brésil, que c'est encore, ça a toujours été culturellement compliqué de travailler avec la Chine, mais ça reste quand même une destination privilégiée par nos entreprises. À propos de la Chine, quand vous voyez les manifestations qui ont lieu à Hong Kong avec cette revendication qui va avec l'amélioration des conditions de vie, cette revendication sur les libertés publiques, comment est-ce que vous analysez ça ?
Alors, je ne peux pas dire que je suis, loin de là, un spécialiste de la Chine, mais lorsque la Grande-Bretagne a transmis le pouvoir sur Hong Kong aux Chinois continentaux, il y avait un accord. Bon, et donc, cet accord ne se met pas en œuvre comme c'était convenu. Les Hongkongais ont besoin de davantage de liberté pour exercer leur dynamisme. Ce sont des très grands commerçants, ce sont des très grands financiers, et ils ont vraiment l'impression d'être contraints dans des règles qui ne leur permettent pas d'assurer leur croissance. Donc oui, il y a cette revendication et cette concurrence entre la Chine continentale qui évolue, mais pas au rythme que souhaiterait Hong Kong. Si on revient en France, vous l'avez évoqué, hein, la grève d'Air France qui a duré 14 jours, qui coûte pas loin de 300 millions d'euros à l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire, j'ai deux réflexions. La première qui est qu'on est au cœur du débat sur les marges des entreprises. Et que oui, il faut que quel que soit le secteur d'activité concerné, la France et les entreprises françaises continuent à être compétitives. Or, comparé aux principales compagnies étrangères, ce n'est pas le cas d'Air France et la direction d'Air France cherche par tous les moyens à revenir dans ce jeu concurrentiel. Donc, il faut trouver les moyens pour rétablir ces marges. Or, il n'y a que deux leviers. Il y a d'une part, le compte de résultat d'Air France, c'est à la fois du carburant et puis une masse salariale. Donc, si on ne trouve pas, on voit difficilement, on ne produit pas de gaz de schiste encore en France. On a des idées, mais pas de pétrole. Et donc, il faut trouver des idées dans la manière de trouver des accords avec les pilotes, avec l'ensemble de la masse salariale d'Air France. Et on ne les trouve pas. C'est symptomatique de cette France bloquée. Hein. C'est vraiment très emblématique finalement de ce pays qui voit bien tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qui bouge ailleurs, mais qui a du mal à le faire soi-même. Alors d'ailleurs, c'était ma deuxième réflexion. C'est ce qui est inquiétant, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à instaurer un dialogue social constructif avec une catégorie comme les pilotes, on peut être inquiet, même si par définition on reste positif et optimiste, on peut être inquiet sur la manière dont le dialogue social peut s'engager dans d'autres secteurs avec des représentants de personnel qui n'ont pas le même statut que ceux des pilotes. Moins de gras en clair. Voilà, oui, moins d'ouverture sur la réalité économique. En plus, le déficit de la sécurité sociale qui ne va pas dans le bon sens, hein, à la limite, ça c'est presque une tradition aussi française. Comment est-ce qu'on sort finalement de cette ornière et de ces débats ? Tout le monde veut plus de sécurité sociale et c'est légitime, mais en même temps, on n'a plus les moyens de le financer. Vous le dites vous-même, c'est-à-dire qu'on a des ambitions qui sont nettement au-dessus de nos capacités. Donc malheureusement, il n'y a pas de 50 solutions. Il faut certainement, comme dans n'importe quelle entreprise, revoir et ajuster les coûts à la baisse, si c'est possible. Et si ce n'est pas suffisant, et ce ne sera pas suffisant, il faudra accepter de vivre avec des prestations moins généreuses. Voilà donc pour vos commentaires sur cette actualité qui est riche. On passe tout de suite à la rubrique partagée pour plonger dans le business de Grant Thornton. Alors on va partager avec vous en effet ce métier d'auditeur et de consultant. Grant Thornton, c'est une marque récente en France, 12 ans. Alors, nous utilisons la marque Grant Thornton en France, effectivement, depuis 12 ans, mais c'est une marque qui existe au plan mondial depuis plus de 50 ans. Donc le 6e cabinet à l'échelle mondiale, hein, il y a les Big Four qu'on connaît, et vous êtes en 6e position. Absolument, oui. Et donc, jusqu'il y a une douzaine d'années, on avait un nom plutôt français, Amio, après Amio Exco. Nous avons fait des croissances externes et il nous a paru plus judicieux d'adopter le nom de notre organisation internationale. 12 ans après, alors, quels enseignements tirez-vous ? Est-ce que c'est implanté dans l'inconscient des entreprises françaises ? Mais effectivement, lorsque nous avons changé de nom, on était un peu inquiet. Est-ce que nos clients, est-ce que notre environnement va accepter qu'on passe d'un affichage de culture français à un affichage de culture plus international? Et en réalité, il n'y a pas eu de problème. Dans un monde qui est complètement globalisé, ce sont des sujets maintenant qui passent tout à fait au second plan. Alors, si on revient sur vos métiers, parce que c'est des métiers qui peuvent sembler obscurs pour certains, comment est-ce que vous l'expliquez, vous, à vos petits-neveux, petites-nièces qui vous demandent qu'est-ce que vous faites ?
Je dirais plus que obscurs, je dirais que ce sont effectivement des métiers compliqués puisqu'ils sont avant tout techniques. Bon, on exerce 5 métiers dans notre organisation. Nous sommes d'abord des experts comptables, c'est-à-dire qu'on aide les chefs d'entreprise à établir leurs comptes annuels et on les conseille dans la gestion financière de l'entreprise. Ça, c'est l'expertise comptable. En tant qu'auditeur, auditeur ou commissaire aux comptes, selon la manière dont on l'appelle, nous certifions les comptes et nous faisons un travail d'examen, d'expertise sur les comptes qui nous amène à donner un avis qui atteste la sincérité des comptes. En tant que conseil juridique et fiscal, là, les choses sont plus simples. On aide les entreprises à y voir clair dans le dédale de textes juridiques ou de textes fiscaux. Nous sommes là de purs conseils. Et là, on a de plus en plus de travail. Nous sommes aussi, je dirais, conseil au sens large en système d'information, en mise en place d'organisation, de sécurisation de l'information, d'audit de systèmes d'information. Donc tout ce métier du consulting. Et dernièrement, nous sommes le leader en France de ce qu'on appelle le métier de l'outsourcing, c'est-à-dire du traitement sur nos systèmes d'information de grandes masses de données comptables des grandes entreprises. Alors, il y a une pression qui s'exerce sur les professions réglementées. Commissariat aux comptes, ça en fait partie. Est-ce que vous ressentez cette pression ? Alors il y a un débat actuellement effectivement sur les professions réglementées qui par chance, je dirais, ne nous concerne pas. Alors il ne nous concerne pas pour une raison assez simple, c'est que d'abord nous faisons déjà l'objet de réglementations pléthoriques et que par ailleurs nous sommes en tant qu'experts comptables déjà une sorte de service externalisé de Bercy puisque nous sécurisons les bases de collecte d'informations en tant qu'experts comptables et commissaires aux comptes. Donc, et vous aidez donc à collecter l'impôt de façon indirecte. C'est utile que Bercy ait une vision claire et cohérente de ce qui se passe dans les entreprises. Mais Bercy le sait parfaitement. En réalité, lorsque l'on dit on aide, c'est par profession. L'expertise que l'on apporte pour arrêter les comptes ou pour les auditer fait que les bases d'imposition sont évidemment beaucoup plus, je dirais, fiables que si on n'intervenait pas. Donc voilà, la réglementation, pour le moment, elle est déjà passée sur le commissariat aux comptes. Il y a une réglementation au niveau européen qui a apporté des contraintes supplémentaires en termes de rotation, en termes de limitation de catégories de services. Plus de 24 ans, c'est ça voilà, si on va commissaire aux comptes. Voilà, exactement. En France, ça reste de la marge, 24 ans. Oui, mais ça passe vite, vous me direz. Mais en réalité, les investissements pour prendre connaissance des entreprises, pour faire face à des environnements qui sont extrêmement changeants, font que oui, c'est une durée qui maintenant commence à rentrer dans les mœurs. On vivait sans durée jusqu'à maintenant, donc il a fallu que la profession accepte l'idée d'avoir une durée, qui d'ailleurs, au plan intellectuel, reste tout à fait inutile, mais enfin, peu importe, elle est dans la réglementation, elle est là, on va faire avec. Mais oui, donc nous sommes des professions déjà très réglementées et heureusement, une nouvelle évolution de cette réglementation n'est pas en vue dans les semaines et mois qui viennent, je dirais. Est-ce que ça bouge ce métier? Est-ce qu'il a évolué depuis le moment où vous avez embrassé cette carrière ou depuis le moment où vous êtes président de cette filiale de Grant Thornton en France, c'est-à-dire 17 ans et maintenant? Oui, enfin, on n'imagine pas un métier qui ne bougerait pas. Et le nôtre, dès lors qu'il touche l'information... Il semble justement assez conservateur. On n'est pas là pour faire des folies. On est là pour être sérieux, ausculter. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas si on peut... si on regarde la photographie de la profession, tous les cabinets ont fait des progressions absolument fantastiques par croissance externe et par croissance organique et en s'adjoignant des lignes de services nouvelles. Donc, je dirais que c'est tout sauf conservateur. Donc, ce qui a réellement changé sont les nouvelles technologies. C'est l'informatique, c'est le digital, c'est le big data, c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses se traitent de façon dématérialisée pour l'essentiel. Et en recherchant, je dirais, la diminution des coûts. Donc la technologie, effectivement, est au cœur de nos préoccupations. Et votre business model a évolué aussi à mesure que évolue le métier? Et le business model n'a pas évolué tant que ça en réalité, puisque c'est un business model qui repose sur un partnership, c'est-à-dire une réunion de professionnels ayant une très forte expertise et qui ressentent le besoin de travailler en commun pour échanger, pour avoir les bases installées permettant de délivrer les meilleures solutions à leurs clients. Donc, en soi, il n'a pas fondamentalement évolué, le business model. Ce qui nous pousse
pousse à changer, c'est la pression sur les prix qui est absolument phénoménale. Et comment elle se manifeste? En fait, vos clients vous disent, voilà, on payait 100, on veut payer 90? Oh, oui, C'est des forfaits, en fait, ou ça marche à l'heure, comme les avocats? tout. Je veux dire qu'on a toutes les situations en fonction d'ailleurs des métiers. C'est soit des forfaits, soit de la régie. En fonction, le commissariat aux comptes devient de plus en plus fondé sur des budgets annuels qui sont négociés pour une période de 6 ans en général. L'expertise comptable, c'est plutôt, je dirais, des contrats annuels avec des extensions en fonction des compléments de travaux et de solutions qui nous sont demandés. Voilà. Tous les modèles possibles et imaginables de relations financières avec les clients sont là. Et vous avez la chance d'appartenir à un groupe international. Qu'est-ce que vous observez dans les autres bureaux à l'étranger? Est-ce qu'il y a des tendances qui émergent par rapport à ce qui se passe en France? Alors, ce qui est le plus frappant, c'est qu'on mesure dans notre activité ce qu'on appelle un peu banalement la globalisation, la mondialisation, c'est-à-dire qu'on observe que les évolutions, les situations de clients, les relations avec les équipes et les problématiques que ça crée sont à peu près partout les mêmes. Donc, les problèmes de croissance, les problèmes, je dirais, de promotion, d'évolution du capital humain sont à peu près les mêmes. Alors, il y a après quelques divergences et des marchés qui sont beaucoup plus dynamiques que le nôtre, hein, notamment le marché anglais. Il y a un dynamisme fou en Angleterre. Alors, les situations se créent et se défont beaucoup plus rapidement en France, mais il y a un véritable dynamisme. Les Américains qui savent toujours mieux que les autres et avant les autres créer de l'optimisme. Voilà. En dehors de ça, je veux dire que les tendances de fond restent les mêmes, les pressions sur les prix, l'attraction et la conservation des meilleurs talents. Tout ça, c'est devenu assez commun. Parce que, en fait, c'est votre slogan, à l'instinct de la croissance. Vous continuez à croître en réalisant des acquisitions. Récemment, le groupe Thuillet, ça, c'est vraiment votre feuille de route, continuer à acquérir des équipes. Alors, Oui, oui, alors avec une particularité que notre croissance de ce point de vue-là n'est pas uniquement une croissance de volume, de quantité. Au cas particulier du cabinet Thuillet, c'est une croissance réellement qualitative, à savoir que c'est un cabinet qui depuis très longtemps avait développé des complémentarités par rapport à nous, des complémentarités en termes de secteur d'activité, des complémentarités en termes de métiers, de solutions à apporter aux clients. C'est un cabinet qui est positionné sur la protection sociale, l'assurance, les mutuelles, qui sont des secteurs où notre présence était moindre. C'est difficile de conquérir ça en croissance organique. Il faut aller l'acheter, faire de la croissance externe. Oui, parce qu'en réalité, le marché est assez figé, quoi. Les acteurs, les gros acteurs sont en place depuis longtemps. Les positions de place sont prises. Les expertises pour être crédibles sur ce type de secteur sont très pointues. Et donc, ça demande des investissements colossaux. Donc, ajouter à notre partnership des associés qui avaient développé ces lignes de service et ces expertises est un accélérateur de croissance sans aucun doute. Est-ce qu'il y a une autre évolution qui est en train de se mettre en place aussi dans votre profession? C'est de regarder aussi beaucoup vers l'avenir. Bien sûr, un expert comptable, un auditeur regarde les comptes, a donc une certaine vision du passé, mais vous voulez accompagner la croissance de vos clients, donc vous êtes de plus en plus un conseil, un peu comme veulent l'être les banquiers d'affaires ou d'autres consultants? Oui, j'aime bien votre image de l'expert comptable qui regarde derrière soi, mais chez nous, chez Grant Thornton, ça fait au moins une dizaine d'années que je dirais, on a réglé le problème. C'est-à-dire qu'on dit, écoutez, on regarde devant, hein. Les rétroviseurs, c'est pour d'autres, on regarde devant. Et c'est vrai que cette promesse de marque, libérer le potentiel de croissance de nos entreprises, nous aide à regarder encore plus devant avec beaucoup plus de détermination. Et comment vous faites alors? Comment est-ce que quand vous croisez un chef d'entreprise, quand vous travaillez avec lui au quotidien, vous essayez de libérer sa croissance à lui? D'abord, notre marque qui est réellement notre culture, c'est nous sommes des accompagnateurs de croissance. C'est nous, c'est notre ADN, c'est notre essence. Et dès lors qu'on l'a bien intégré, eh bien, je dirais, le reste est assez simple, à savoir ce qu'il faut faire pour délivrer la promesse de marque, c'est-à-dire pour aller chez le client, pour ce qu'il a défini. Et là, d'abord, c'est une question de comportement, c'est notre psychologie assez généralement répandue au plan international, d'une part, et d'autre part, c'est
ce sont des outils, ce sont des modes de fonctionnement avec nos clients. Eh bien, on s'intéresse à leurs affaires, on s'intéresse à leur développement, on s'intéresse à leur croissance externe. Et d'ailleurs, lorsqu'on les interroge, puisqu'on fait souvent des sondages pour essayer de comprendre quelle différence ils voient en nous, eh bien, leur réponse est souvent « vous nous écoutez et vous n'arrivez pas avec des expertises que vous plaquez sur nos entreprises, vous nous écoutez et vous apportez des solutions adaptées ». Et ça, c'est réellement réconfortant d'entendre ce type de commentaires. Quelle est la place des nouvelles technologies dans votre métier? Comment est-ce que le numérique, le digital révolutionne? Il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un secteur, il n'y a pas un métier qui ne sera pas affecté. Aujourd'hui, nous cherchons tous à avoir entre les mains, dans la poche, etc., des petits écrans, enfin plus ou moins petits, sur lesquels on veut voir apparaître le plus rapidement possible les résultats. Donc, je dirais, c'est clair que dans nos métiers de conseil et d'expertise, on va faire en sorte que les résultats arrivent entre les mains des décideurs plus rapidement que par le passé. On doit aussi imaginer de créer des connexions avec les centres du monde qui sont à bas coût pour aider les entreprises à traiter à meilleur coût leur information financière. Voilà, je veux dire qu'il n'y a pas... nos outils de réalisation des missions sont complètement transformés et le papier est en train de disparaître. Tout est dématérialisé ou l'essentiel est dématérialisé. Donc... Autre impact des technologies, vous organisez le Global Jam. Qu'est-ce que c'est le Global Jam chez Grant Thornton? Alors, le Global Jam, c'est une combinaison de réflexion technologique et de relations avec notre capital humain, avec nos associés collaborateurs à travers le monde. C'est une expérience qui a été menée auprès donc, de 40 000 personnes et qui repose sur l'idée selon laquelle, étant une société de matière grise, avec des talents de grande qualité répartis à travers le monde, pourquoi ne pas profiter de cette matière grise et de la faire échanger avec les décideurs de cette organisation sur les meilleures pratiques en matière de relations clients, en matière de relations avec les collaborateurs, leur attractivité, leur formation, leur évolution. On est dans le collaboratif. On est dans le collaboratif, absolument, et dans l'enrichissement mutuel. Et bien voilà, donc pour cette partie consacrée au métier de Grant Thornton, on va parler de vous dans la dernière partie. Daniel Kurdzian, comment est-ce qu'on devient patron d'une entreprise comme Grant Thornton France? Alors, je n'ai pas l'habitude de me définir comme un patron. Je préfère me définir comme un président. Le patron fait davantage référence à toute entreprise industrielle, commerciale ou de service. Vous êtes élu par vos pairs, en fait. Voilà. Je suis le président d'un partnership. Je suis effectivement élu par mes pairs. C'est-à-dire que tous les 4 ans, vous remettez votre titre en jeu, vous faites campagne auprès de ses associés? Voilà, je ne sais pas si on peut parler de campagne, mais en tous les cas, les candidats se font part à un comité de sélection de leur programme pour les années à venir. Le comité de sélection propose aux associés quel est son meilleur choix et la collectivité des associés vote. Mais ça change quelque chose quand même, j'imagine, dans le rapport au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport hiérarchique fort, c'est plus horizontal, c'est plus de l'influence, de la conviction. Oui. Et oui, bien évidemment, puisqu'en réalité, notre capital humain, je le disais, c'est de la matière grise de très haut niveau. Et donc, eh bien, ce sont des professionnels qui ressentent, encore une fois, le besoin d'exercer ensemble, mais qui sont assez rétifs, et on le comprend aisément, à la hiérarchie, à l'instruction. Donc, c'est par la conviction profonde, l'échange, le collaboratif, et qu'on arrive à prendre des décisions en commun, et je dirais, à les faire derrière se déployer. C'est un modèle qui devrait se répandre, vous trouvez, dans d'autres métiers, ou est-ce qu'il est propre juste à des professions comme les vôtres, ou les avocats ou les banquiers? Je pense que c'est un modèle qui correspond, je dirais, aux entreprises qui sont très capées et qui sont très dotées de matières grises élevées. Alors après, il y a une limite effectivement à ce type d'organisation, à ce modèle, qui est celui que nous sommes comme de toutes autres entreprises. Nous avons un compte de résultats et une trésorerie à gérer. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre le collaboratif incitatif et la performance qui est celle sur laquelle nous nous rémunérons. Et quand on devient président, on est un peu moins dans la technique, on perd plus de vue le métier stricto sensu pour embrasser d'autres dimensions. Ça vous manque?
Ah oui, évidemment, évidemment le contact avec l'entreprise, avec le chef d'entreprise, son directeur financier, ses collaborateurs immédiats, pour faire progresser les choses, pour, encore une fois, libérer leur potentiel de croissance, on ne le trouve que lorsque l'on est soi-même dans l'exercice professionnel. Donc voilà, j'y substitue maintenant une relation un peu différente avec nos principaux clients que je vois sur un registre qui est tout aussi gratifiant, qui est celui de la satisfaction de nos services, de nos solutions et qui m'aide à piloter la maison, bien évidemment. Ça fait 17 ans que vous présidez aux destinées de Grant Thornton en France. Vous avez permis à cette entreprise de croître x10, donc le terme croissance n'est pas usurpé. Comment est-ce que, si vous regardez justement ces 17 années, vous définiriez votre input, votre stratégie? J'aurais tendance à dire que c'est le respect de l'autre, oui, c'est l'écoute et le respect de l'autre, la compréhension du potentiel qui existe dans notre organisation, que l'on essaye d'améliorer, d'augmenter en permanence. C'est l'écoute aussi du marché, la réflexion sur ce que les entreprises à l'avenir peuvent avoir comme besoin. Et donc, c'est, je dirais, la jonction entre ce que nous sommes et les besoins des entreprises qui, je pense, crée en quelque sorte le succès de Grant Thornton en France. Qu'est-ce que vous regardez comme indicateur dans votre entreprise? Quelles sont les données auxquelles vous êtes sensible? Ah, écoutez, il y a les données financières, évidemment, et puis les données en termes de capital humain. Sur le premier registre, je dirais, les critères sont assez ordinaires. Le taux de chargement des équipes, les marges que l'on réalise sur les dossiers, sur les clients, la situation de la trésorerie, évidemment. Tableau de bord classique. Tableau de bord classique, il est plutôt bien élaboré, il va dans le détail. Et sur l'aspect capital humain, c'est réellement la qualité de nos équipes, la qualité du recrutement, la pénétration des écoles de qualité où on va rechercher nos collaborateurs et surtout le programme de formation et aussi un indicateur qui est clé chez nous, qui est le taux de turnover, qui nous réjouit lorsqu'il ralentit et qui nous inquiète lorsque... Et actuellement, ça va être plutôt calme, vu le marché. Eh bien, je n'attribuerais pas ça au marché de façon un peu immodeste, j'attribuerais ça, je dirais, à la qualité de l'entreprise dans laquelle il se trouve. Bon, il y a toujours plusieurs façons d'interpréter les chiffres. Vous êtes bien placé pour le savoir. Une dernière question à Daniel Kurgian. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Comment est-ce que vous changez les idées? Bien, écoutez, j'ai une famille, voilà, j'ai une famille, et je passe beaucoup de temps avec ma famille, je lis beaucoup, et lorsqu'il me reste un peu de temps, j'aime bien voyager. Dernier voyage, c'était où? Dernier voyage, c'était en Inde. C'était un voyage d'ailleurs mi-professionnel, mi-personnel. C'est notre planète. Pour un Français, c'est notre planète de débarquer en Inde. C'est très déroutant, tant au plan économique qu'au au plan sociétal et au plan de l'équilibre social de ce pays. C'est effectivement, je dirais que c'est plutôt inquiétant d'ailleurs. C'est vrai. C'était un peu angoissant finalement ce voyage. Je dirais pas angoissant, mais je veux dire, c'est interpellant de voir ce double régime, d'un côté d'une opulence et d'une modernité à toute épreuve, et puis de l'autre côté une véritable pauvreté, et ces deux mondes qui se jouxtent, quoi, mais sinon, c'est l'Italie ma destination préférée. Oui, quel coin d'Italie? Ah, Venise, Rome, Florence. Bon, toute l'Italie. Tout est beau en Italie. Oui. On ne jette rien. Merci absolument. Daniel Kurgian de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous présidez Grant Thornton en France. À bientôt. Merci beaucoup.